Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, peut-être dans votre cave et en particulier dans votre cave à bulles. Nous allons parler du champagne avec vous, Pierre-Luc Noury. Bonjour. Bonjour Lorraine. Vous êtes responsable du département vin et spiritueux dans la maison Agut. Et avec vous, on fait ce constat. On a vendu moins de bouteilles de champagne en 2024 qu'en 2023. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va dire que c'est un cumul de facteurs. C'est un plaisir, c'est un produit de plaisir par essence que le champagne. Donc évidemment, sur un contexte qui a été un peu plus morose ces derniers mois, jumelé à une inflation et une augmentation des prix, on peut facilement comprendre que ce produit a perdu pas mal de parts en exportation, à la fois dans le marché hexagonal, mais aussi à l'international. Et oui, consommation à la maison, mais aussi exportation en berne. Racontez-nous avec votre regard d'observateur du marché des vins, mais aussi des spiritueux. Comment va la Champagne, je veux dire la région, en 2025? À quoi ressemble dans quel état d'esprit sont les exploitants? Comment va la région? Alors c'est une région qui est encore très porteuse, de toute façon c'est une part importante de l'économie du vin en France. C'est une région qui est aussi en mutation, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions pour diverses raisons, notamment le changement climatique qui impacte tous les agriculteurs en France, mais aussi les viticulteurs de premier ordre. Donc elle s'interroge pour savoir s'il est opportun, par exemple, de faire évoluer un petit peu sa production. Et c'est une des trajectoires que l'on est en train d'observer, avec notamment le choix de jeunes vignerons de faire de plus en plus de vins tranquilles, par opposition donc au champagne classique qui est un vin effervescent, et de redonner un petit peu ses lettres de noblesse à des vins rouges et même des vins blancs qui n'ont plus de bulles et qui trouvent leur intérêt aux yeux de la critique et des amateurs. Demain, du vin de champagne non effervescent, tranquille. Oui, absolument. Donc, vous nous rappelez comment le champagne a commencé à avoir des bulles? Qu'est-ce qui, chimiquement, à quel moment on a commencé à faire du vin effervescent dans ce côté-ci? Ça remonte à il y a plusieurs siècles. La légende veut que ce soit une erreur de manipulation lors justement de l'élaboration d'un vin tranquille qui aurait fait que le champagne a rencontré lors de cette manipulation le gaz carbonique qui ensuite s'est dissous pour donner ses bulles au champagne. Donc on parle d'un certain Dom Pérignon pour cette malencontreuse ou heureuse erreur de manipulation. Donc ça remonte à plusieurs siècles. Votre métier au quotidien, Pierre-Luc, ce sont notamment les enchères, faire vivre des ventes de champagne. Le champagne aux enchères, ça marche pas mal. Pourquoi? Ça marche bien. Pourquoi? Parce que c'est un vin qui est très prisé des collectionneurs. C'est un vin qui vieillit très très bien. Alors évidemment, il est fragile. Quel est le plus vieux champagne que vous avez dégusté? Alors ça doit être un champagne du milieu des années 50, d'une grande maison. Je ne sais pas si on peut les citer, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui portent haut les couleurs de la Champagne sur les ventes aux enchères, notamment chez Agut. Je pourrais parler de Bollinger, je pourrais parler de Dom Pérignon, justement, mais aussi les champagnes Drapier ou ce genre de maisons importantes. En fait, ce qui va le mieux marcher en vente aux enchères, ce sont les champagnes anciens, les plus anciens. Là, pourquoi? Parce qu'ils vont intéresser les collectionneurs et que ce sont des produits qui se raréfient, parce qu'ils sont difficiles à conserver, là encore. Le problème, la suspicion, le truc qui fait toujours peur quand on achète du vin, en particulier aux enchères, si je puis dire, c'est quand même l'historique de conservation. On le sait, le champagne, comme le vin, supporte très mal les changements de température, surtout quand ils vont vers la chaleur. Comment on peut s'assurer? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, justement, quand on veut acheter du champagne de deuxième main, pour être sûr qu'on achète un champagne qui a bien été conservé? En fait, c'est tout l'intérêt de passer par une maison de vente qui a un département comme le nôtre. Chez Agut, l'expertise va se porter non seulement sur l'authenticité des champagnes, mais également sur les champagnes les plus anciens, comme vous le disiez, sur la qualité de conservation. Donc ça, nous nous engageons sur, entre guillemets, la qualité de la cave de nos vendeurs. Ce qui importe, c'est le taux d'hygrométrie dans la durée, proche de 80%, c'est l'idéal. Alors évidemment, les étiquettes pourront en pâtir, mais on est sûr d'avoir une bonne étanchéité et surtout un vin qui va bien vieillir, ainsi qu'une température stable entre 10 et 15 degrés. Donc quand on se rend compte que ces critères sont réunis et que les bouteilles sont en bel état de conservation, on met toutes les chances de son côté pour avoir une très bonne surprise à la dégustation. On parle d'investissement en vin, en champagne en particulier avec vous aujourd'hui, Pierre-Luc.
truc. Il y a un gros biais d'investissement quand on achète du vin et en particulier du champagne. J'en parle régulièrement avec mon caviste. C'est le fait qu'on veut acheter une étiquette. On veut acheter une étiquette et pourtant la production est pluriel en France. On peut acheter du très bon champagne qui n'est pas forcément un champagne avec une étiquette connue. Est-ce qu'aux enchères, c'est aussi l'endroit où aller découvrir des productions plus confidentielles? Absolument. Au moins marketing, il n'y a pas de jugement négatif dans l'utilisation du mot marketing dans ma bouche, mais voilà, de maisons plus confidentielles. Non, et puis c'est vrai que les montants de marketing alloués par les grandes maisons sont colossaux. Et pour autant, vous allez pouvoir trouver des petits champagnes de vignerons. C'est une des grandes oppositions de la Champagne, celle des grandes maisons et le champagne de vignerons. Donc effectivement, pour des prix tout à fait corrects, je pense à des champagnes de moins de 20 €, vous pouvez aller chez des vignerons qui auront des produits magnifiques à vous proposer. Et comment on trouve ces pépites? Comment on trouve ces petits vignerons qui justement n'ont pas de marketing? Le plus simple, c'est quand même de s'y rendre. J'invite nos auditeurs et téléspectateurs à aller en Champagne, à faire la route des vins de Champagne et à les découvrir par eux-mêmes. Mais vous avez aussi tout un tas de critiques spécialisées dans le vin qui pourront vous aiguiller vers telle ou telle maison. La Champagne, en tout cas, en vente aux enchères, va permettre de découvrir des domaines plus confidentiels. Je pense notamment à Pierre Peters, qui est un des grands du Ménil-sur-Oger, en grand cru. Alors, ce sont des vins donc d'un autre ordre de prix. Tout à l'heure, je citais moins de 20 €. Là, ça peut allègrement atteindre plusieurs centaines d'euros la bouteille, mais ce sont aussi des productions qui sont très limitées en quantité. Donc, cela justifie un prix plus élevé. Alors, intéressant ce choix d'investir dans le champagne. Quelle est typiquement la position du champagne à l'intérieur d'une cave plus largement, dans les caves que vous observez? C'est une émission d'investissement, on parle beaucoup d'actifs financiers. Est-ce que le champagne est un élément de diversification d'une cave? Alors, de par son caractère intrinsèque de produit plaisir, ce sont quand même des vins que les gens ont plus facilement tendance à déguster, quand bien même la valeur est importante. Oui. Hein. Donc, on peut avoir des caves d'amateurs qui vont se composer, par exemple, parfois à 50% de champagne. Ça existe. Mais je pense quand même qu'il faut trouver le juste milieu dans sa consommation pour justement harmoniser sa cave. Je pense qu'une moyenne de 15 à 20% de champagne dans la cave, c'est très suffisant. Dernière question très pratico-pratique. Est-ce que quand on achète du champagne, que ce soit de première ou de deuxième main, il faut privilégier tout ce qui va être millésime? Oui, c'est un des critères importants, notamment en vente aux enchères. Ce sont les cuvées les plus prestigieuses et les cuvées millésimées qui vont... Rappelez-nous ce que c'est qu'un millésime. Le mieux se vendre. Le millésime en champagne, alors le champagne, traditionnellement, c'est un vin d'assemblage. Le millésime, par opposition, va rassembler les raisins d'une seule récolte, donc une seule année. Et on va faire vieillir cette récolte dans les bouteilles plus ou moins longtemps. Et pour les cuvées les plus prestigieuses, c'est un minimum de 3 ans, mais ça peut s'étaler jusqu'à une quinzaine d'années. Donc évidemment, ce sont des vins qui ont un très très beau potentiel de garde et une perspective d'évolution qui est véritablement superbe pour les amateurs d'arômes et de goût vraiment exacerbés. Pierre-Luc Noury, vous ne partirez pas sans nous donner quelques chiffres, quelques belles bouteilles qui sont parties récemment, que vous pouvez nous présenter et surtout nous chiffrer. Alors, les champagnes que l'on vend le mieux actuellement, ça va être évidemment des champagnes de la maison Louis Roederer, avec la cuvée Cristal, bien sûr. On en a vendu une l'année dernière dans un format un peu particulier et une cuvée en édition limitée, format de 6 litres, donc imposant. Un Mathusalem, il faut être équipé pour l'ouvrir. Absolument. Ouais. Il faut être plusieurs pour tenir la bouteille et équipé pour l'ouvrir. Mais ce sont il faut être plusieurs pour la boire aussi, c'est mieux. Exactement. Ce sont des flacons qui peuvent dépasser les 5-6 000 euros. Donc voilà, il y a évidemment tous les prix dans la Champagne, encore une fois, mais on va s'attarder dans nos ventes sur les plus valorisés. Allez, quelque chose peut-être de plus abordable pour ceux et celles qui nous écoutent et plus facile à transporter qu'un Mathusalem. En bouteille, vous avez des choses, par exemple, de la maison Selos, avec Anselme Selos qui est à sa tête et qui propose véritablement quelques-uns des plus beaux terroirs de Champagne. Vous avez des choses qui encore peuvent dépasser plusieurs centaines d'euros, mais qui sont véritablement
exceptionnels à la dégustation et qui mettent d'accord tous les amateurs. Merci beaucoup Pierre-Luc Noury, responsable département vin et spiritueux à la maison Agut, d'être avec nous, de partager votre passion. Merci. Et ce zoom sur le champagne. Je ne sais pas si vous avez entendu, Sandra, il y a des jeunes vignerons qui font du champagne tranquille, qui font du vin en champagne tranquille, plus de bulles. Ah, voilà. On parle de coteaux champenois, exactement. De coteaux champenois. Vous n'étiez pas là, Sandra, mais du coup, pas de panique. Comme nos auditeurs qui nous rejoignent, vous pouvez retrouver cette séquence en podcast et en replay sur notre site et notre application.